Un homme appelé Homère raconte une histoire. Un récit d'aventure, de mer et de retour. L'Odyssée. Ça, c'était il y a 2800 ans. Aujourd'hui, c'est un livre, un objet, qu'on peut prendre, toucher ou commander sur internet. Et cet ouvrage, écrit, a forcément eu une première version, un manuscrit, le jour où l'Odyssée est devenue l'Odyssée. Cherchez ce manuscrit, vous ne le trouverez pas. Perdu sans doute, ou détruit. Après 2800 ans, c'est normal. Et si c'était plus profond que ça? C'est ce que des chercheurs découvrent encore aujourd'hui. Et ça commence il y a un siècle, avec un jeune homme qui compte des mots. Avant de compter les mots, commençons par une question importante. Qui était Homère? Vous avez sûrement eu une image en tête. Un vieil homme grec avec une barbe. On l'a peint, sculpté, gravé pendant des siècles. Mais ce visage n'existe pas. Personne à l'époque n'a fait le portrait d'Homère. Ces bustes datent de plusieurs siècles après sa mort supposée. On a sculpté l'idée qu'on se faisait de lui. On ne connaît pas son visage, mais on sait au moins quand il a vécu. Non plus. Les spécialistes proposent des dates qui s'étalent sur près de 3 siècles, entre 850 et 550 avant Jésus-Christ. 300 ans d'écart. Pour comparer, c'est comme si on disait d'un écrivain moderne qu'il était né entre Louis XIV et aujourd'hui. Ok. On ne sait pas à quoi il ressemble et on ne sait pas non plus quand il a vécu. Si vous cherchez où il est né, 7 villes différentes se disputent sa naissance sans qu'aucune ne l'emporte. Alors, on pourrait se dire que ces traces ont simplement été effacées par l'histoire. Ça arrive. Le temps ronge, les documents brûlent, et il ne reste qu'un nom. Sauf qu'il y a un détail qui ne colle pas avec l'idée d'un homme dont on aurait simplement perdu la trace. Parce que le texte, lui, on l'a, et en entier. Des dizaines de milliers de vers, d'une tenue parfaite. Et quand on le regarde de près, vraiment de près, mot à mot, le texte se met à faire quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'un homme assis à sa table n'aurait jamais pu faire. C'est ce détail qui a alerté un jeune américain dans les années 20. Il n'était pas historien et il ne cherchait pas non plus Homère. Il regardait juste les mots et il a commencé à compter. Ce qu'il a trouvé n'a pas résolu le mystère d'Homère, ça l'a rendu encore plus profond. Le jeune homme s'appelle Milman Parry. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas l'histoire d'Homère, c'est sa langue, les mots et la façon dont ils reviennent. Parce qu'en lisant l'Odyssée, il remarque quelque chose que tout le monde avait vu mais que personne n'avait remis en question. Le texte se répète, tout le temps. Pas des mots isolés, des blocs entiers. L'aurore aux doigts de rose, la mer vineuse ou encore Ulysse aux 1000 ruses. Des morceaux tout faits qui reviennent encore et encore, exactement pareil. Et d'abord on se dit, bon, c'est du style. Des petites musiques, des refrains, comme un poète qui aime bien ses formules. Sauf que Parry compte, et les chiffres racontent autre chose qu'un goût pour le refrain. Parce que ces blocs ne reviennent pas n'importe comment. Prenez Ulysse. Selon la place qu'il occupe dans le vers, il n'a pas la même épithète. Le divin Ulysse ne fait pas la même longueur que Ulysse aux 1000 ruses. Et à chaque position correspond presque toujours une formule qui tombe pile. Autrement dit, ce n'est pas de la décoration, c'est un système. Pour chaque héros, pour chaque dieu, pour presque chaque idée qui revient souvent, il existe une formule pour tous les cas du vers. Une pièce pour chaque trou. Et ce système est trop complet, trop régulier, trop économe pour être le caprice d'un seul homme. Personne ne s'assoit à une table et invente tout seul une machine aussi parfaite. Alors Parry comprend quelque chose qui va tout changer. Ces formules ne sont pas là pour faire joli, elles sont là pour aider quelqu'un à composer. Parce qu'imaginez que vous deviez raconter une histoire immense, en vers et en public, sans aucune note. Pas la réciter, attention, la composer au moment où vous la dites. Il vous faut des appuis, des briques prêtes à l'emploi de la bonne taille, que vous pouvez poser sans réfléchir pendant que votre tête prépare déjà la suite. C'est exactement ce que sont ces formules. Ce ne sont pas des ornements, mais des outils. L'équipement d'un poète qui n'écrit pas parce qu'il ne peut pas écrire. Et là, tout s'éclaire. Le mystère du début se dissout. On ne trouve pas le portrait d'Homère, sa date de naissance ou sa ville, parce qu'on cherchait la mauvaise chose. Parce qu'on cherchait un auteur, à la manière moderne. Un homme, un bureau, une plume. Mais l'Odyssée ne sort pas d'un bureau. Elle sort d'une tradition. Des générations de chanteurs qui se sont passés des formules. Chacun ajoutant, polissant et transmettant. Homère, c'est peut-être le dernier et le plus grand de ces chanteurs. Celui dont la version, un jour, c'est fixé. L'énigme est résolue. L'Odyssée a été composée oralement. On peut refermer le dossier. Sauf que Parry, lui, ne veut pas refermer le dossier. Parce qu'il vient de démontrer comment on pouvait composer un tel texte sans l'écrire. Mais une démonstration sur le papier, ça reste sur le papier. Il a prouvé que c'était possible, pas que c'était vrai. Car comment imaginer qu'un homme puisse composer de mémoire et à voix haute une œuvre aussi vaste que l'Odyssée? Pour croire une chose pareille, il faudrait le voir de ses propres yeux.
Pour voir un homme composer une épopée à voix haute, il y a un problème. En Grèce, les chanteurs de l'Odyssée ont disparu depuis longtemps. On ne peut pas les filmer et on ne peut pas les écouter. Mais Paris a une intuition. Si cette façon de composer a existé autrefois, elle doit encore exister ailleurs, dans un endroit où les gens se racontent encore des histoires en vers sans les écrire. Et cet endroit existe. Dans les années 30, il part le chercher, au fin fond de la Yougoslavie. Dans les cafés du village, il reste des hommes qui chantent des poèmes de plusieurs milliers de vers. Une corde sous le doigt, devant un public. On les appelle les Gouslari. Paris emmène un jeune assistant, Albert Lord. Ils traînent un matériel d'enregistrement énorme pour l'époque. Et ils font une chose que personne n'avait faite. Ils enregistrent des centaines d'heures. Les mêmes chanteurs, les mêmes chansons à des jours ou des années d'intervalle. Et c'est en réécoutant ces enregistrements qu'ils tombent sur la chose. La vraie, celle qui va bien au-delà de ce que Paris cherchait. Il demande à un chanteur de refaire une chanson qu'il a déjà chantée, la même, et il la refait, sauf que ce n'est pas la même, et pas un peu différente. Vraiment différente. Elle est plus longue ou plus courte. Des épisodes changent d'ordre. Des scènes apparaissent, d'autres disparaissent. D'une fois à l'autre, la chanson respire autrement. Alors on se dit, il a mal mémorisé, il a oublié certains bouts, alors il en invente pour combler les trous. C'est un texte qui se dégrade à chaque passage, comme une photocopie de photocopie. Sauf que non. Parce que le chanteur, lui, est convaincu d'avoir chanté exactement la même chanson, mot pour mot. Si vous lui demandez, il dira qu'il n'a rien changé, et il est sincère. Ce n'est pas qu'il mémorise mal, c'est qu'il ne mémorise pas du tout. En tout cas, pas au sens où nous l'entendons. Il ne récite pas un texte qu'il aurait dans la tête. À chaque fois, il refabrique sa chanson en direct, avec ses formules et ses scènes toutes prêtes. Comme on raconte un souvenir, souvent pas avec les mêmes mots, mais toujours avec la même histoire. Et pour lui, la même chanson, ça ne veut pas dire les mêmes mots, ça veut dire la même histoire. Et l'idée de reproduire un texte à l'identique ne lui vient même pas à l'esprit. Parce que pour ça, il faudrait qu'il existe un texte, un modèle fixe quelque part qu'on pourrait apprendre et retenir. Or, ce modèle n'existe pas. Et c'est ça la vraie découverte. Pas que ces chansons ne sont pas écrites, mais qu'il n'y a nulle part une version première. Pas de bonne version, dont les autres seraient les copies. Chaque soirée, un chanteur en produit une nouvelle, aussi vraie que les autres. La chanson n'est pas un objet qu'on possède et qu'on répète. C'est quelque chose qui n'existe qu'au moment où on la chante, et qui disparaît quand on se tait. Repensez à ce qu'on cherchait au début, le manuscrit de l'Odyssée, la première version, le jour où elle est devenue elle-même. Si l'Odyssée était une chanson comme celle-là, alors la première version n'a jamais existé. On ne cherchait pas un objet perdu, on cherchait un objet qui n'a jamais été fabriqué. Sauf que là, une objection devrait vous gêner. Parce que tout ça, ce sont des Yougoslaves, au XXe siècle, dans des cafés de montagne. Ça ressemble à ce qu'on imagine d'Homère. Mais la ressemblance n'est pas une preuve. Comment être sûr que l'Odyssée, il y a 2800 ans, dans une autre langue, dans un autre monde, fonctionnait vraiment comme les chansons de ces hommes modernes? Sauf que ce n'est pas une ressemblance. La preuve n'est pas dans les Balkans, elle est dans le texte. Il a fallu les Gouslari pour la voir. Mais une fois qu'on sait où regarder, elle est là, dans l'Odyssée, sous nos yeux depuis le début. Donc, la preuve n'est pas dans les Balkans, elle est dans le texte grec. Et une fois qu'on sait ce que les Gouslari nous ont appris à voir, on ne peut pas la manquer. Voici l'idée. Quand un homme compose en direct, à voix haute, sans jamais pouvoir revenir en arrière, il laisse des traces, des petites cicatrices, des choses qu'un écrivain assis à sa table avec le temps de relire aurait effacées, mais qui, chez un chanteur lancé à toute vitesse, perdurent. Prenez Achille, le héros de l'Iliade. Son surnom dans le texte, c'est Achille au pied léger, le coureur rapide. Ça revient sans arrêt. Le problème, c'est qu'on le trouve aussi quand Achille est assis, ou debout, immobile, en train de parler. Achille au pied léger, alors qu'il ne bouge pas. Un écrivain l'aurait remarqué et il aurait changé sa formulation. Mais pour un chanteur, Achille au pied léger, ce n'est pas une description, c'est une brique. Une pièce de la bonne taille qu'on pose sans y penser pour finir le vers, qu'ils sont en train de courir ou de dormir. La formule ne dit pas ce qu'Achille est en train de faire, elle dit juste Achille, et il reste tant de place dans la ligne. Mais il y a plus fort. Dans l'Iliade, un guerrier allié des Troyens meurt au combat. Il est frappé, tué. On passe à autre chose. 8 chansons plus loin, il réapparaît, vivant, en train de pleurer à l'enterrement de son propre fils. Un romancier ne fait pas ça, il a le manuscrit sous les yeux, il feuillette, il voit qu'il a déjà tué le personnage. Mais un homme qui compose des dizaines de milliers de vers à voix haute pendant des soirées entières, il ne peut pas revenir en arrière vérifier. Et si vous doutez encore qu'un seul homme puisse porter tout ça dans sa voix, il y a Avdo Medjedovic.
un chanteur des Balkans dans les années 1930. Un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Paris et Lord l'enregistrent et ils comprennent qu'ils tiennent quelque chose d'unique. Parce qu'Avdo, à qui on demande une chanson, en produit une de plus de 12 000 vers en quelques jours. À peu près la même taille que l'Odyssée. Un homme illettré dans un café de montagne tenant dans sa seule voix une épopée aussi vaste que celle qu'on attribue à Homère. Mais le plus beau n'est pas là. Un jour, on lui lit à voix haute une chanson qu'il n'a jamais entendue, environ 2000 vers. Puis, on lui demande de la chanter à son tour. Il la rend 3 fois plus longue, 6000 vers. Il n'a pas à réciter ce qu'il a entendu. Il ne l'a pas non plus mémorisé. Il l'a repris, ouvert, développé, rempli de ses propres formules. Il en a fait sa chanson. Sous les yeux des chercheurs en direct, il a fait exactement ce qu'on ne pensait pas Homère capable de faire. Et là, tout se rejoint. Les cicatrices dans le texte grec, les chanteurs qu'on a enregistrés, Avdo qui recompose au lieu de copier, ça raconte une seule et même chose. L'Odyssée n'est pas un texte qu'on aurait couché sur le papier une première fois, c'est la trace d'une voix. Ce livre au début, celui qu'on peut prendre, toucher, ce n'est pas l'Odyssée, c'est la photographie d'un instant de l'Odyssée. Et ce n'est pas une vieille intuition du siècle dernier. Aujourd'hui, des chercheurs reprennent le texte d'Homère avec des outils des sciences cognitives et montrent que ces formules ne sont pas des béquilles pour poètes paresseux. C'est une technologie, une façon pour le cerveau humain de porter l'impossible, des heures de récits tenus sans une seule page. Et pendant que je vous parle, d'autres chercheurs numérisent les vieux manuscrits d'Homère. Pas pour reconstruire le texte original, vu qu'on a démontré qu'il n'y en a pas, mais pour montrer côte à côte toutes les versions différentes qui nous sont parvenues. Parce qu'ils ont fini par accepter quelque chose. Il n'y a pas une Odyssée, il y en a beaucoup. Et aucune n'est la première. Alors, qu'est-ce qu'on tient au juste quand on a un livre de l'Odyssée dans les mains? Une soirée arrêtée en plein vol parmi des milliers d'autres qui ne nous sont jamais parvenues, et qui étaient toutes, autant que celle-là, l'Odyssée. Et si ça nous paraît étrange, ce n'est pas à cause d'Homère, c'est à cause de nous. Parce que nous, on vit dans un monde de textes fixes. Un livre a une première édition, un film une version finale, une chanson a un enregistrement, qu'on écoute à l'identique 1000 fois. Alors, quand on nous parle d'une œuvre sans original, sans version juste, qui n'existait que le temps d'une voix et disparaissait ensuite, ça nous semble presque incroyable. C'est une œuvre qu'on ne peut pas posséder. Mais quand on y pense, ce n'est pas l'Odyssée qui est étrange, c'est notre certitude à nous. Et l'idée qu'une œuvre, ça doit être un objet fixe, définitif, qu'on peut ranger sur une étagère. L'Odyssée n'a pas d'original, et ça change ce qu'est un livre. Pendant des milliers d'années avant nous, une histoire ne se possédait pas, elle se prêtait le temps d'une soirée. Elle vivait dans les bouches, changeait à chaque passage, et personne ne trouvait ça étrange. Personne ne cherchait la vraie version. Il n'y en avait pas, il y avait juste la prochaine fois qu'on la raconterait. En apprenant à écrire, on a inventé quelque chose d'extraordinaire. On a rendu les histoires immortelles, on a arrêté la voix avant qu'elle ne s'éteigne. Mais on a aussi appris à confondre l'enregistrement avec la chanson, à prendre la photo pour la personne, à croire que ce qui est fixé c'est ce qui est vrai et que le reste n'était qu'un brouillon. L'Odyssée n'a pas été écrite par Homère. Il y a très longtemps, quelqu'un a chanté. Et pour une fois, il y avait de quoi écrire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou à laisser un commentaire. À la prochaine!